de 3 millions d'Ivoiriens connectés sur Facebook. Mais à quelle fin utilisent-ils ce réseau social? On en parle ce soir. Enfin, les États-Unis commémorent aujourd'hui le décès du pasteur Martin Luther King. C'était le 4 avril 1968. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Pourquoi les réseaux sociaux attirent-ils autant? En Côte d'Ivoire, Facebook est le plus utilisé par les populations avec plus de 3 millions d'utilisateurs. Se créer un cercle d'amis ou trouver des partenaires commerciaux. Mais qu'est-ce qui motive les Ivoiriens lorsqu'ils ouvrent un compte Facebook? On en parle avec Nou Sangaré et Dangui Dangui. Facebook, WhatsApp, Instagram et Twitter, ces réseaux sociaux devenus la nouvelle trouvaille des jeunes Ivoiriens. Sur une population de 25 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire compte 17 millions d'abonnés à Internet et 3,5 millions d'utilisateurs Facebook. À travers Facebook, on peut réussir à faire plusieurs choses. Communiquer avec certains parents qui sont loin de nous et qui permettent aussi d'avoir plusieurs connaissances. Ça nous permet aussi de donner des informations. Aussi à l'utilise les réseaux sociaux par rapport à ma famille qui est un peu éloignée. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Les appeler. Avec Facebook, là, ça nous facilite la tâche. À travers Facebook, on peut vendre des articles. Ça se présente comme une plateforme libre d'échange, de rencontres, et aussi de perspectives. Mais aussi, il faut dire que ce n'est pas tout qu'on peut dire de façon libre aussi. Donc à mon niveau, si on peut aussi contrôler aussi, c'est aussi important. S'il est désormais impossible de nier son importance, force est de reconnaître que ces réseaux sociaux sont également utilisés à des fins malsaines. Il y a des brouteurs, il y a des gens qui sont sur Facebook pour aller arnaquer. Il y a des gens qui exposent des trucs sur leur vie privée. Et puis bon. Souvent on tombe sur des personnes de moralité. Un exemple, quelqu'un qui va se filmer tout nu et mettre ça sur un réseau social, je vois que ça, c'est pas bien fait. En Côte d'Ivoire, 81% des internautes consultent régulièrement les réseaux sociaux. Son arrivée en Côte d'Ivoire a révolutionné la façon de communiquer et socialiser le web. 158 personnes en situation de handicap vont bientôt intégrer la fonction publique ivoirienne. C'est l'une des décisions aujourd'hui du Conseil des ministres. Ce recrutement dérogatoire, faut-il le préciser, intervient après celui de 2015. 300 personnes handicapées avaient été recrutées. On poursuit avec la deuxième édition du concours régional du reportage humanitaire. C'est une initiative du Comité international de la Croix-Rouge. Objectif, intéresser les journalistes radio aux questions humanitaires. Plus de détails avec Nou Sangaré et Dangui Dangui. Amener les journalistes radiophoniques à s'intéresser aux questions relatives aux droits humanitaires et surtout créer une saine émulation au sein de leur corporation. C'est l'objectif du concours régional du reportage humanitaire initié par le Comité international de Croix-Rouge CICR. Un concours ouvert à l'ensemble des journalistes radio des pays francophones de la délégation CICR d'Abidjan. Il s'agit notamment de la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Togo et la Guinée. L'objectif de ce concours, c'est de sensibiliser, motiver les journalistes à la chose humanitaire. Parce qu'on estime que les journalistes ont un rôle de premier plan pour favoriser le geste et l'esprit humanitaire. C'est-à-dire un geste de solidarité, désintéressé, neutre, impartial et conduit d'une manière indépendante. Je voudrais juste attirer l'attention des candidats sur les dates butoirs, puisque les candidats ont jusqu'au 1er juin pour déposer leur production, encore une fois une production radiophonique. Dignité de la personne détenue et mieux protéger le personnel médical et les patients lors des situations de violence. Les deux thèmes retenus pour le concours. Ce sont deux thématiques qui nous sont chères au CICR, puisque l'on visite les prisonniers, notamment en Côte d'Ivoire, mais dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, pour veiller au respect de leur dignité. Et, on estime que les prisonniers sont des personnes particulièrement vulnérables par rapport à d'autres catégories de population. C'est pour ça qu'on leur accorde une attention particulière. Et également, l'accès aux soins de santé lors des situations de violence est une thématique qui est pour nous au cœur de nos priorités. Parce que malheureusement, aujourd'hui encore, on le voit trop souvent en Afrique de l'Ouest, dans des situations de conflits armés, le personnel médical ou parfois les patients sont victimes eux-mêmes de violences ou n'ont plus ou pas accès
aux soins de santé. Pour cette deuxième édition, les 3 meilleures productions radiophoniques de l'année en cours seront récompensées. Un tout autre sujet à présent, le manioc, un secteur qui va beaucoup recruter en Côte d'Ivoire. Selon des chiffres publiés en 2016, sa production a atteint plus de 4 millions de tonnes. Et pour augmenter cette production, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture met en œuvre une stratégie. Les détails avec Charles Tatou de RTI Bouaké. Le manioc est en passe de devenir un produit alimentaire de grande consommation, vu les sous-produits dérivés de ce produit vivrier. Toutes ces potentialités font de lui un secteur prometteur. Et maintenant, il y a d'autres variétés ghanéennes qu'on a introduites il n'y a pas longtemps. Aussi, je pense qu'il doit y avoir 4 ou 5 pépiniéristes qui ont ces variétés, en plus des anciennes. Or, ce sont des variétés à très fort rendement, qui font au moins du 50 tonnes à l'hectare en culture normale, c'est-à-dire pas irriguée. Le secteur manioc figure donc au programme de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dans le cadre de ses missions de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Elle met en œuvre des projets au profit des producteurs de cette filière afin de leur permettre d'intensifier leur production et de renforcer leurs revenus. Des actions pour valoriser également le rôle des femmes dans les chaînes de valeur agroalimentaire. La complémentarité maintenant de ces deux projets, l'autre veut renforcer des relations commerciales, l'autre est beaucoup plus focalisé sur la valorisation de l'autre de la femme. En renforçant les relations commerciales, ça permet aux femmes d'avoir accès à plus de marchés, à plus d'opportunités, donc ça va les autonomiser, ça va les épanouir et contribuer efficacement aussi au développement de leurs familles respectives. Avant, c'est à l'œil nu. Il faut appeler une autre pour venir voir avec cette quantité de manioc que j'ai, est-ce que je ne vais pas rater mon attiqué ou bien viens m'aider. Mais aujourd'hui, on a des mesures. Donc, ce n'est plus à discuter. La capitalisation des acquis de ces projets suscite des travaux d'échange. En témoigne cette rencontre de Yamoussoukro. Elle a enregistré la participation de la FAO, les acteurs des différentes structures rattachées au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les ONG, les bénéficiaires de projets et les partenaires de mise en œuvre. Objectif, planifier les interventions dans le secteur manioc. Nous sommes au starting block et ensemble nous essayons de voir avec la FAO comment faire la promotion de cette spéculation-là qui, ma foi, peut valablement remplacer beaucoup de produits que nous consommons en Côte d'Ivoire. Plusieurs actions déjà menées sur le terrain, mais les participants estiment que beaucoup d'efforts restent encore à faire. Faire de la production, c'est déjà un métier. Auprès de notre ministère, par exemple, un fonds existe pour financer les petites entreprises et puis les entreprises de métiers. Et puisqu'elles sont déjà organisées en coopérative, nous pourrons les aider pour les introduire auprès de la Direction générale de l'artisanat. Dans le cadre de ces projets, 35 femmes ont bénéficié déjà d'une formation sur les techniques de transformation de nouvelles variétés de manioc en attiqué de qualité. À 27 ans, elle est la seule femme du Soudan à entraîner une équipe masculine de football. Ce sport est une passion qu'elle a découvert quand elle était enfant. Salma Al-Majidi, c'est son nom, est désormais un symbole dans ce pays où il n'y a pas d'équipe nationale féminine. 8 chefs d'inculpation contre l'islamiste Alassane Abdoul Aziz. Ce djihadiste malien affilié à Ansar Dine comparaît aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. Il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Direction à présent la France, où à moins de 2 mois de la célébration du cinquantenaire de mai 1968, plusieurs maisons de vente organisent des enchères pour des affiches de cette période. Regardez. Son dada, collectionner toutes les affiches de mai 68. En l'espace de 30 ans, ce producteur passionné de politique et d'art graphique en a rassemblé 500 exemplaires qu'il met aux enchères aujourd'hui. Ça correspond à 6 semaines de production, à peu près de la mi-mai à fin juin. Et pendant que les étudiants, en réalité, exhortaient les gens à faire la grève, eux, ils travaillaient d'arrache-pied, en réalité. Produites quotidiennement en sérigraphie dans les ateliers parisiens des Beaux-Arts ou des Arts Déco, les affiches étaient élaborées dans le plus grand secret,
Mais Laurence Torche, qui n'avait que 6 ans en mai 68, a pu se faire raconter comment ça se passait. Il y avait, à partir d'un fait d'actualité, une sorte de conférence de rédaction. Les gens d'un côté faisaient imaginer des dessins, des gens d'autre côté imaginaient des mots, et il y avait une assemblée générale tenue par des maoïstes en général, qui décidaient quels sont les bons mots, quel est le bon slogan, et surtout, est-ce que ce qui est dit est suffisamment simple pour être percutant et compris immédiatement. Des slogans qui restent aujourd'hui largement ancrés dans la mémoire collective. Imprimés avec de l'encre et du papier livrés chaque jour par des sympathisants, les affiches pouvaient même être produites en plusieurs couleurs pour relancer l'attention. Celle-là, elle est hyper célèbre puisque c'est le slogan qui a été repris dans la rue, étudiant, diandian, CRS, SS. Il y en a beaucoup de sortes. Il y a le CRS sans le SS, le CRS dans toutes les couleurs, en noir, en rouge, en vert, en bleu, comme celle-ci. Il y avait un bandeau qui était mis SS au départ, qui était différencié, et puis il y en a une comme ça avec le bouclier. Il n'y a pas marqué CRS, il y a juste le logo de la SS, ce qui était quand même extrêmement violent, même pour l'époque. Les affiches sont mises à prix à partir de 150 € et pourraient atteindre plusieurs milliers d'euros. Ironie de cette vente aux enchères, elle aura lieu dans l'hôtel Marcel Dassault, le richissime avionneur qui n'a jamais trop goûté à l'esprit de 68. Aux États-Unis, commémoration aujourd'hui du 50e anniversaire du décès de Martin Luther King. Ce pasteur baptiste et militant non violent pour les droits civiques des Noirs est assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee, pendant qu'il soutenait une grève des éboueurs. Mais qui est donc à l'origine de ce meurtre? Ami Koulibaly. Martin Luther King est connu pour son utilisation de la non-violence et de la désobéissance civile. Il devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. Il commence alors une campagne contre la guerre du Vietnam et la pauvreté qui prend fin en 1968 avec son assassinat. Fin mars 1968, Martin Luther King se déplace à Memphis, dans le Tennessee, pour soutenir les éboueurs noirs locaux qui sont en grève depuis le 12 mars pour obtenir un meilleur salaire et un meilleur traitement. Les Afro-Américains étaient payés près de 2 $ de l'heure et n'étaient pas payés quand ils ne pouvaient pas travailler pour raisons climatiques, contrairement aux travailleurs blancs. Des violences éclatent autour des marches pacifiques. Un jeune Afro-Américain est tué. Le 3 avril, au Mason Temple, Church of God in Christ, Martin Luther King fait le discours prophétique. « I've been to the mountain top ». J'ai été au sommet de la montagne. Ce n'est vraiment pas important ce qui arrive maintenant. Certains ont commencé à parler des menaces qui se profilaient. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de la part d'un de nos frères blancs malades? Comme tout le monde, j'aimerais vivre une longue vie. La longévité est importante, mais je ne suis pas concerné par ça maintenant. Je veux juste accomplir la volonté de Dieu. Il m'a autorisé à grimper sur la montagne. Et j'ai regardé autour de moi et j'ai vu la terre promise. Je n'irai peut-être pas là-bas avec vous, mais je veux que vous sachiez ce soir que nous, comme peuple, atteindrons la terre promise. Et je suis si heureux ce soir. Je n'ai aucune crainte. Je n'ai peur d'aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Le 4 avril 1968 à 18h, Martin Luther King est assassiné à Memphis, dans le Tennessee. Un fugitif, Ray, est arrêté le 8 juin 1968. Extradé vers les États-Unis, il est accusé de crime. Le 10 mars 1969, Ray plaide coupable et est condamné à 99 ans de prison dans le Tennessee. Plus tard, Ray fait de nombreuses tentatives pour retirer ses aveux et demande à être jugé devant un jury sans succès. Il meurt en prison le 23 avril 1998. La famille de King estime que l'assassinat de Martin Luther King est le fruit d'une conspiration impliquant le gouvernement des États-Unis et que Ray n'est donc qu'un bouc émissaire. En 1999, la famille King intente un procès pour homicide contre Jawor pour la somme de 10 millions de dollars. Au cours du procès, des preuves alléguant d'une conspiration sont présentées. Des organismes gouvernementaux accusés ne peuvent pas se défendre car ils ne sont pas désignés comme défendeurs. Le jury conclut que Jawor et d'autres faisaient partie d'un complot visant à tuer Martin Luther King. Je vous souhaite une excellente soirée sur RTI2.